Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Et voici le principal titre de ce lundi matin. Israël visé par des missiles iraniens après une 4e nuit de frappe sur l'Iran. L'escalade militaire continue entre les deux pays. Les victimes civiles sont nombreuses des deux côtés. Des sirènes ont retenti ce matin côté israélien après le tir d'un projectile depuis le Yémen. Le sujet domine le G7 qui vient de s'ouvrir à Banff au Canada. Et c'est sur ce Proche-Orient où l'histoire s'écrit en direct sous nos yeux depuis un moment déjà que l'on s'arrête ce matin. Les choses vont si vite qu'il faut prendre le temps de comprendre et de tenter d'expliquer les desseins des uns et des autres derrière les déclarations martiales. Car si on n'en connaît pas l'issue, l'escalade entre Israël et l'Iran aura certainement des conséquences sur toute la région si elle n'en a pas directement sur la pérennité du régime islamique. C'est Parlons-en aujourd'hui avec Agnès Levallois, Delphine Inouï et Anthony Samrani. Bonjour à tous les trois, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Agnès Levallois. Vous êtes présidente de l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, spécialiste de la région. Vous avez co-dirigé, et on en a déjà parlé, vous et moi, sur ce plateau, le livre noir de Gaza qui est paru au Seuil. Bonjour Delphine Minoui. Bonjour. Vous êtes la correspondante du Figaro à Istanbul, en Turquie. Vous avez longtemps travaillé en Iran. Vous êtes l'autrice, entre autres choses, de Badjens, qui est sorti il y a quelques mois au Seuil. Anthony Samrani, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint au grand quotidien libanais L'Orient le Jour. Votre édito de ce lundi s'appelle Israël-Iran, la guerre entre la peste et le choléra. Vous nous direz tout à l'heure pourquoi vous avez choisi cette expression. Merci à vous trois d'être là. On va faire ensemble le point sur ces 4 jours d'escalade militaire entre Israël et l'Iran. On est très loin à l'heure où l'on se parle d'un retour au calme. Les frappes iraniennes de la nuit contre Israël ont fait au moins 8 morts, plusieurs dizaines de blessés. Les frappes israéliennes ont encore visé l'Iran ces dernières heures. Les dernières informations depuis Téhéran avec Siavosh Ghazi. Hier soir, il y a eu une vague d'attaques aux missiles. Et puis, à 4 heures du matin, encore ce matin, une nouvelle vague de missiles avec des missiles plus modernes qui ont été envoyés. On parle d'une centaine de missiles envoyés contre Israël, suivi d'une vague de drones, donc à 6 heures du matin environ. Alors, on répond au coup par coup. La stratégie de l'Iran est que l'Iran est agressé, donc il faut répondre. Mais on n'oublie pas la table de négociation. Et un conseiller du président iranien disait hier, donc, dans un texte qu'il avait publié sur le réseau X, que le chemin pour aller vers la table de négociation passait donc par des ripostes à l'agression menée par Israël. Et donc, il faut que l'Iran montre ses forces et sa force pour obliger Israël à cesser ses attaques et qu'on puisse retourner à la table des négociations. C'est la stratégie qui a été choisie par le pouvoir et c'est pour ça que on assiste à ces attaques réciproques de coup par coup auxquelles on assiste depuis 3 jours maintenant. Delphine Minoui, d'abord, quelles sont vos nouvelles à vous de Téhéran, de l'Iran, et quels sentiments dominent après 4 jours de frappe israélienne ? C'est l'angoisse, la panique, les gens qui littéralement font la queue aux stations essence pour essayer de récupérer un peu de remplir leur réservoir et quitter Téhéran s'ils le peuvent. Sinon, ils se terrent chez eux. Ils ont fait des réserves d'eau, de sucre, de lait, de riz. Et le problème, c'est ce que nous disent les Iraniens, c'est que contrairement aux frappes de la première nuit, qui ne visaient que des sites nucléaires et des cibles très précises, c'est-à-dire des hauts gradés de l'armée, des gardiens de la Révolution, etc. Aujourd'hui, ça frappe partout. Les raffineries, les stocks, les usines, les aéroports. Et si vous êtes au mauvais endroit ou au mauvais moment, vous risquez grave. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre, Agnès Levallois, depuis vendredi à l'aube ? À quel moment d'histoire on est en train d'assister là ? On assiste à une volonté de la part d'Israël, me semble-t-il, d'éliminer absolument tous ses voisins, c'est-à-dire de se présenter et d'être la puissance régionale dominante avec des pays autour qui sont complètement, si je puis dire, soumis. Donc, de cette manière, une redéfinition de ce Moyen-Orient au sein duquel c'est Israël qui dicte la loi, qui dicte la politique à mener et qui ne permet pas la moindre opposition ou la moindre même présence d'autres qui ne seront pas soumis aujourd'hui à ce qu'entend être Israël. Alors, tout ça se fait au nom de la sécurité d'Israël.
Je crois qu'on n'est plus du tout dans cette logique aujourd'hui. Ça a commencé par évidemment la destruction du Hamas, du Hezbollah ensuite, la destruction de toutes les installations militaires en Syrie. Et on sait que depuis des années, l'objectif de Netanyahou, c'est l'Iran. Et donc, pour y parvenir, eh bien maintenant que le terrain est à peu près clair autour des frontières d'Israël, eh bien, on s'attaque au gros morceau qui a toujours été quand même l'obsession de Netanyahou, c'est empêcher l'Iran d'être une puissance régionale, empêcher l'Iran de disposer de cette technologie nucléaire qui lui permet justement de s'imposer comme une puissance régionale. Voilà, l'empêcher d'une puissance régionale et non pas seulement nucléaire, c'est exactement ce que vous écrivez dans votre édito ce matin, Anthony Samrani. Israël n'a rien à proposer à la région si ce n'est la loi du chaos et du plus fort. Oui, c'est la fin probable de l'ère iranienne et c'est le début de l'ère israélienne. Et d'un côté, c'est une bénédiction et de l'autre, c'est une malédiction. C'est-à-dire que la toute-puissance israélienne, parce que Israël, contrairement à l'Iran, a les moyens de cette toute-puissance. Donc, a les moyens d'effacer le peuple palestinien, a le soutien total des Occidentaux, peut faire ce qu'il veut à sa guise et n'a absolument rien d'autre à proposer que la loi du plus fort et la loi du chaos à toute la région aujourd'hui. Bénédiction et malédiction, Delphine Minoui, est-ce que c'est ce sentiment-là aussi qu'il y a du côté des Iraniens, dont on sait le rapport avec leur propre régime? Est-ce qu'il y a cette ambivalence-là dans la crainte que vous évoquiez tout à l'heure? Oui, il y a toute cette ironie où, évidemment, qu'une majorité des Iraniens sont contre le régime. Rappelez-vous la violence des répressions du mouvement Femmes, Vie, Liberté en 2022. Il y a eu, le premier jour en tout cas, une certaine forme de satisfaction de voir des grandes têtes du régime éliminées. Et puis aujourd'hui, c'est la colère qui prime. La colère, bien sûr, contre le pouvoir iranien qui a été incapable de protéger sa propre population. Ce qui circule et qui n'en a pas forcément envie d'ailleurs. Dans les discussions, voilà, c'est ça, c'est que les gens se disent, mais attendez, aujourd'hui, on a des caméras de vidéosurveillance dans les rues pour traquer les filles mal voilées. Où sont les caméras de vidéosurveillance pour empêcher l'infiltration israélienne? Et de l'autre côté, cette peur de la guerre, cette peur du chaos. Il y a beaucoup aussi de gens qui sont remontés contre ces frappes israéliennes et qui ne les cautionnent aucunement parce que quel est l'après? Qu'est-ce qui va se passer? Il faut rappeler qu'il y a encore le trauma de la guerre Iran-Irak dans les mentalités, même si c'était entre 80 et 88, mais c'est par exemple ma génération. Et puis les gens observent ce qui se passe dans la région, les Iraniens regardent ce qui s'est passé à Gaza, ils voient ce qui s'est passé en Syrie pendant tant d'années, la guerre civile. C'est un mot qui revient souvent dans les bouches aujourd'hui et qui fait peur. On peut accorder à Benyamin Netanyahou, Agnès Levallois, de faire ce qu'il dit, sa tentation de détruire l'appareil nucléaire iranien. Il l'affiche et il le dit depuis des années, vous le rappeliez tout à l'heure, mais est-ce que là, il y a la tentation de faire tomber le régime? Oui, d'ailleurs, Netanyahou l'a dit lui-même, et d'ailleurs, ça me rappelle les propos qu'il avait tenus lorsqu'il a lancé les bombardements au Liban, en disant, écoutez, c'est le moment maintenant de changer de système, et donc retournez-vous contre les responsables politiques. C'est l'occasion pour vous de vous lever, de faire entendre votre voix, il l'a dit en anglais et en persan. Voilà, donc on voit bien que pour Netanyahou, c'est cette nouvelle ère dont on parle, qu'il souhaite mettre en place, avec que des régimes qui lui soient favorables, ou en tous les cas qui ne soient pas considérés comme des ennemis. Et donc, au-delà de l'attaque des installations nucléaires, puisqu'on sait très bien qu'il ne pourra pas détruire toutes les installations nucléaires, il peut y avoir des bombardements qui font mal, il peut y avoir des bombardements qui vont retarder le programme, mais à moins que les États-Unis viennent à la rescousse avec les fameuses bombes qui permettraient d'atteindre les installations qui sont creusées tellement profond que seules ces bombes spécifiques américaines pourraient le faire. Mais de toute façon, toute la stratégie consiste à reculer la date possible où les Iraniens disposeraient de la technologie. Mais au-delà de ça, je pense que ça, c'est pour moi un peu le prétexte, et le prétexte qui a été donné par le fameux dernier rapport de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui disait qu'effectivement, l'Iran avançait dans l'enrichissement de l'uranium. Mais pour moi, c'est plutôt le prétexte dont s'est saisi Netanyahou, qui a ce projet depuis des années, bien avant le 7 octobre, de toute façon maintenir l'Iran dans l'incapacité de pouvoir atteindre cette
technologie. Et donc, on est dans cette nouvelle ère où Netanyahou décide de qui a le droit de diriger tel pays, qui a le droit de faire cela. Et s'il y a quelqu'un ou un régime qui ne lui convient pas, et évidemment, le régime iranien ne convient pas à Netanyahou, eh bien, on met en œuvre tous les moyens à disposition, et les moyens sont énormes parce que soutenus par les Américains et les Occidentaux d'une façon plus générale, eh bien, il peut y aller. Ce qui est frappant, c'est le renversement total de situation depuis quelques jours, où on voyait la semaine dernière, même un pays comme la France commence à bouger sur la question de Gaza, en disant quand même ce qui se passe à Gaza, c'est insupportable. Emmanuel Macron avait haussé le ton contre Netanyahou. Il devait y avoir cette conférence sur la reconnaissance de la Palestine à New York. Et maintenant, on a Emmanuel Macron qui dit, mais on sera même prêt, nous, France, à participer aux côtés d'Israël dans la guerre contre l'Iran. Alors que je rappelle simplement que c'est Israël qui a lancé ces attaques et qui s'inscrivent complètement à l'encontre du droit international. Revenons au droit international. La menace nucléaire iranienne, toutefois, à l'égard d'Israël étant une réalité, la destruction d'Israël faisant partie de la colonne vertébrale du régime islamique, c'est important de le rappeler. Alors, précisément... pour que tout le monde comprenne bien, là, lundi matin, après 4 jours de frappe, 4 jours et 4 nuits de frappe, Anthony Samrani, si l'intention israélienne, la capacité israélienne militairement n'est pas de détruire l'arsenal nucléaire, quelle est-elle, cette intention ? Alors, il y a le grand plan, je reviens sur ce que vient de dire Agnès Levallois, le grand rêve de Netanyahou depuis des décennies, c'est 2 choses. 1, détruire l'axe iranien. 2, effacer la question palestinienne. Il est en train de faire les 2. En tout cas, il est en train d'essayer de faire les 2. Il l'a dit, en tout cas. Il l'a dit, il s'en cache pas. Il s'en cache pas, ça a toujours été le cas. Et le 7 octobre lui a fourni une opportunité incroyable là-dessus. Depuis, il a éliminé, les Israéliens appellent ça la stratégie du poulpe. Donc, il a éliminé toutes les tentacules, le Hezbollah, le Hamas. Les Houthis sont une menace un peu plus lointaine du Yémen. Ils ont frappé ce matin contre Israël. Oui, mais c'est pas une même menace qu'à la frontière israélienne comme pouvait l'être le Hezbollah. Et les milices irakiennes, pour des questions internes, ont beaucoup d'hésitation à participer à cette aventure. Ce qui fait que Netanyahou a une maîtrise totale du ciel iranien et qu'il peut faire ce qu'il veut. La logique de sa stratégie, à mon avis, c'est exactement la même qu'au Liban. C'est-à-dire arriver à un moment où le régime... Ça peut être le régime en place, ça peut être un autre régime, je pense qu'il s'en fiche complètement, capitule. Capitule pour lui, ça veut dire renonce à ses ambitions nucléaires et renonce à toute volonté de jouer un rôle au Moyen-Orient, à ce qu'on a appelé l'exportation de la révolution islamique, c'est-à-dire la création de milices et l'armement via des missiles balistiques. Le problème de sa stratégie, c'est que effectivement, il ne peut pas détruire le programme nucléaire seul. Donc, il a besoin des Américains. Son plan A, c'est de tout faire pour entraîner les Américains dans le conflit. Mais si les Américains n'entrent pas, et si l'Iran résiste, si l'Iran, contrairement au Hezbollah, absorbe les frappes, est-ce que Israël peut mener une guerre longue contre un pays qui se trouve à plus de 1500 km de ses frontières? Est-ce que la société israélienne peut accepter, même si le stock de missiles iraniens est limité, on l'estime à peu près à 2000, donc au bout d'un moment, il va être terminé. Est-ce qu'Israël peut accepter ça? Et quelle porte de sortie il offre à son ennemi historique? Pour que tout le monde comprenne bien, Delphine Minoui, pour rebondir sur ce que Siavosh Ghazi disait à l'instant, et c'est un moment particulier parce qu'il devait y avoir ce week-end des discussions indirectes entre Américains et Iraniens à Oman sur la question du nucléaire. Et Siavosh disait tout à l'heure que les Iraniens, bien que la cible de cette offensive israélienne à laquelle ils répondent depuis vendredi, maintiennent, parlent toujours d'éventuelles négociations. Alors expliquez-nous comment ces 2 réalités peuvent coexister dans la tête du régime islamique. Je pense que là, on fait face à un régime en pleine panique. Il faut préciser que, et ça c'est du jamais vu, il y a une petite alerte qui a été envoyée discrètement à tous les hauts membres du système pour leur dire si vous pouvez quitter Téhéran et sinon réfugiez-vous dans les abris, enfin en tout cas dans ce qui reste, parce qu'il faut rappeler que l'Iran, contrairement à Israël, n'a pas de bunkers, n'a pas d'endroit pour se protéger. Ils ont même demandé à la population d'aller dans le métro hier soir. Ce que me disaient mes contacts ce matin, c'est qu'ils se sont retrouvés face à des portes de métro fermées. Donc vous êtes livrés à vous-même. Donc les Iraniens, dans cet état de panique, le pouvoir continue à avancer la possibilité de négociation. Et finalement, je pense qu'il faut revenir à aussi autre chose, c'est la question du droit international,
où se positionne le droit international aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait des négociations qui étaient en cours, qui devaient aboutir à une rencontre dans le sultanat d'Oman entre Américains et Iraniens hier. Tout ceci a été torpillé par les Israéliens avant qu'on laisse la chance au pouvoir iranien de peut-être proposer une solution. Évidemment qu'on peut se méfier de l'Iran. Ça fait des années qu'ils ont caché des infrastructures. Mais revenons même à 2015. 2015, il y avait eu cet accord nucléaire. Et en vertu de cet accord, l'enrichissement d'uranium avait été sérieusement ralenti. Trump a torpillé cet accord en le déchirant à partir de 2018. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, les Israéliens saisissent aussi cette fenêtre d'opportunité-là et ces excuses-là. Agnès Levallois, c'est aussi important de prendre le temps de comprendre la position de Donald Trump dans cette affaire. Depuis 4 jours, il a dit, comme bien souvent, un peu tout et son contraire. On sent qu'il a été pris de court vendredi, bien qu'informé. Et c'est là que c'est compliqué par l'offensive israélienne. Nos confrères de Reuters disent qu'il a retenu le bras de Benyamin Netanyahou, qui aurait voulu cibler le guide suprême iranien Ali Khamenei. Information non confirmée. Il était pour la reprise de ces négociations, alors que lui-même, lors de son premier mandat, a déchiré l'accord. Alors quoi ? En fait, on est toujours dans cette même position vis-à-vis de Trump pour tenter d'analyser et de comprendre sa position. Ce qui est sûr, c'est que Netanyahou voulait absolument profiter de l'opportunité qui lui a été donnée suite au rapport de l'AIEA qui a été rendu public. Donc pour Netanyahou, c'était vraiment la fenêtre d'opportunité dont il voulait absolument s'emparer, sachant que Trump n'était pas tout à fait d'accord parce que Trump était engagé dans des négociations, mais Netanyahou a toujours été fermement opposé à ces négociations. Donc il a pris ce prétexte en sachant que la position de Trump pouvait être versatile, c'est-à-dire qu'il peut dire une chose, mais il peut s'accommoder d'autre chose, en sachant que de toute façon qu'au fond, Trump ne lâchera pas et que même en lançant une opération contre l'Iran comme il l'a fait, les Américains n'allaient pas le lâcher et il y a eu suffisamment de déclarations de responsables militaires américains pour aller dans ce sens. Donc, c'est un peu le retour du fait qu'au moment de l'investiture de Trump avait tordu le bras, vous vous souvenez, à Netanyahou pour imposer une trêve dans la bande de Gaza. Et Netanyahou n'avait pas supporté, mais il n'avait pas eu d'autre choix que de le faire. On a l'impression que là, du coup, il a pris sa revanche dans cette affaire iranienne en se disant « Ah oui, tu m'as tordu le bras et j'ai accepté, mais maintenant, c'est moi qui te tords le bras. » Et Trump, un peu pris de court, eh bien, a été obligé, parce qu'il ne pouvait pas de toute façon désavouer son allié aussi proche, parce que sinon, là, ça risquait de créer des tensions au sein même de l'administration américaine, dont on sait, ou en tout cas, on a des rumeurs selon lesquelles tout le monde n'est pas sur la même ligne au sein même de cette administration américaine. Certains considèrent qu'il faut négocier, et d'autres considèrent que de toute façon, il n'y a aucune négociation possible avec l'Iran, et donc il faut attaquer. Est-ce qu'on peut imaginer que les États-Unis n'ont pas participé d'une façon ou d'une autre à l'opération d'envergure, sans doute préparée de longue date, israélienne Moi, j'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait eu aucune coordination. Le degré de coordination reste une énigme. Est-ce que Trump a été pris de court ? Est-ce que lui, c'est ce qu'il semble dire, le voit comme un moyen de pousser les Iraniens à faire des concessions très importantes, comme faisant partie de la négociation ? C'est une technique qu'il a déjà utilisée avec les Ukrainiens. C'est une technique qu'il utilise pour vendre des assiettes et pour négocier le nucléaire iranien. Il considère que toute négociation fonctionne de la même façon. Pour moi, il y a 2 questions clés aujourd'hui qui vont, à mon avis, déterminer l'avenir de ce conflit. La première, c'est est-ce que les États-Unis vont s'embarquer dans la guerre ? Pour l'instant, c'est non, mais ça peut évoluer. Ça pourrait évoluer si l'Iran, je précise pour que ceux qui nous regardent comprennent bien, si l'Iran s'en venait, alors là, ce serait vraiment l'option la plus forte, s'en prenait aux bases américaines dans la région. Ou s'en prenait aux pays du Golfe. Ou au détroit d'Ormuz. Ou demander à ses alliés, donc ceux dont on parlait tout à l'heure, le Hezbollah, les milices irakiennes, les Houthis, de participer activement à la guerre. Je pense que même si les Américains interviennent, cela dit, ce sera une intervention extrêmement limitée, peut-être pour cibler le site nucléaire de Fordo. Et la deuxième question, c'est, du point de vue du régime iranien aujourd'hui, quel est le meilleur moyen d'assurer sa survie ? Est-ce que c'est d'obtenir le plus vite possible la bombe nucléaire, ce qui serait le plus logique, mais le faire serait se mettre en danger d'une possible intervention américaine ? Ou est-ce que c'est via un accord
où l'Iran veut ne pas tout céder, c'est-à-dire veut ne pas céder son droit à l'enrichissement d'uranium. Est-ce que Téhéran peut accepter d'enrichir de l'uranium en dehors de son sol? À mon avis, c'est là que se trouve peut-être la clé aujourd'hui de la négociation. Delphine, sur ce qui vient d'être dit. Oui, je rejoins tout à fait ce que dit Anthony. Maintenant, je pense qu'il va y avoir encore quelques étapes. Là, l'Iran a menacé de sortir du traité de non-prolifération. Ça n'a pas encore été le cas. Donc, logiquement, dans l'état actuel des choses, même si c'est la guerre, les inspecteurs de l'AEA sont toujours en mesure d'aller observer ce qui se passe sur le terrain. Donc, c'est là où vous évoquiez tout à l'heure la question de la négociation. Et c'est ça qui est, pour comprendre le logiciel du pouvoir iranien, ils ont toujours eu cette habitude de jouer sur les deux fronts. Donc, d'un côté, il y a la menace, mais de l'autre, ironiquement, ils suivent quelque part les clauses onusiennes et internationales. Rappelons qu'en parallèle, en revanche, Israël ne le fait pas du tout. Israël développe son propre arsenal nucléaire dans l'opacité la plus intense, sachant qu'Israël n'a jamais voulu signer ce fameux traité de non-prolifération. Israël qui a frappé des sites nucléaires, ce qui va à l'encontre, me semble-t-il, des règles de droit. Alors précisément, on va revenir sur la question de la légalité, de la légitimité. Ce sont des mots importants, mais sur le moment qu'a choisi Benyamin Netanyahou, il était sous pression de la communauté. Il est toujours sous pression, bien sûr, de la communauté internationale quant à la situation humanitaire à Gaza. On va parler de Gaza parce que c'est important de ne pas oublier ce front-là aussi. Il était sous pression aussi la semaine dernière de l'aile la plus extrémiste de son gouvernement qui a tenté en tout cas l'opposition qui a tenté d'amener avec elle cette frange extrémiste pour le faire tomber. Il y a un moment en politique intérieure qui est primordial aussi pour lui, Netanyahou. Ça, c'est évident que Netanyahou a saisi aussi ce moment parce qu'effectivement, il était sous double pression. Il y avait quand même une pression de certains pays européens qui jusque-là avait été quand même très discret dans la condamnation du blocus qui a repris de façon vraiment complètement hermétique depuis le début mars, lorsque Israël, encore une fois, a rompu la trêve qui avait été négociée avec le Hamas. Donc là, il y avait des pressions. La France, on a évoqué rapidement tout à l'heure cette conférence qui devait se tenir mercredi à New York, initiative franco-saoudienne, qui aurait été peut-être l'occasion pour la France de reconnaître l'État palestinien. Alors ça, Netanyahou, il n'aime pas du tout ça, même si ça ne change rien sur le terrain à la guerre. Mais en fait, c'est quand même une pression qu'il ne supporte pas très très bien. Et double donc pression sur Netanyahou avec la situation politique intérieure. Et en fait, on s'aperçoit d'une chose, alors on le dit maintenant sur ces plateaux depuis des mois et des mois, que Netanyahou aussi, pour sa sauvegarde politique, est prêt à mettre le Moyen-Orient quand même à feu et à sang en se lançant dans cette opération, cette guerre contre l'Iran, en sachant que là, il aura le soutien de la communauté internationale et le renversement, me semble-t-il, de la position française à cet égard est absolument magistral, si je puis dire. Lorsque l'on a un président Macron qui se dit prêt à coprésider cette réunion à New York et reconnaître l'État palestinien, et qui aujourd'hui dit que la France est pratiquement prête à accompagner Israël contre l'Iran. Et donc en oubliant complètement dans ce nouveau paramètre le fait de cette guerre à Gaza. Et le sentiment aujourd'hui des Gazaouis et des Palestiniens de façon générale, mais est absolument dramatique, parce qu'ils se sentent une fois de plus complètement pris dans tout ce jeu géopolitique régional sur lequel ils n'ont aucune prise, et d'être les premiers, mais les premières victimes de façon absolument dramatique, alors que je le rappelle, la situation dans la bande de Gaza est à proprement parler invivable. Un mot de la société civile israélienne. On aurait pu penser instinctivement qu'une guerre de plus, ce serait la guerre de trop. Non. Il est soutenu, le Premier ministre. Oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le narratif israélien, depuis des années, et bien avant le 7 octobre, a toujours été dirigé contre l'Iran, en raison de déclarations à une certaine époque, je pense à Ahmadinejad en particulier, l'ancien président iranien, qui parlait de la destruction d'État d'Israël. Donc le narratif qui est développé en Israël depuis des années est tel que Netanyahou se lance dans la destruction, avec l'idée en tous les cas d'obtenir un changement de régime en Iran, est complètement soutenu par la population israélienne. Je pense qu'il n'y a que les familles d'otages qui doivent encore se dire que quand même ça fait une chance de moins de permettre le retour des otages qui sont toujours retenus dans la bande de Gaza par le Hamas. Mais on voit qu'il y a quand même un sentiment général qui va dans le sens du soutien. Et donc Netanyahou, une fois de plus, a gagné du temps et apparaît comme étant celui qui va sauver Israël. Voilà, une cinquantaine d'otages israéliens, morts ou vivants, encore retenus dans la bande de Gaza. Anthony, sur ce que vient de dire Agnès Levallois.
Je partage à 95%. Il y a 5% de nuances. J'ai juste quelques nuances, c'est que je pense que les considérations internes, la conférence internationale, etc., c'est un peu la cerise sur le gâteau pour Netanyahou. Ça, je suis d'accord. Mais que ce n'était peut-être pas... C'est-à-dire que moi, et même l'AIEA, c'est-à-dire que je pense que ça fait... L'Agence internationale de l'énergie. Oui, qui a récemment dit qu'effectivement, il y avait une accélération de l'enrichissement de l'uranium. Je pense que ça fait des mois que cette fenêtre est ouverte, depuis que la question du Hezbollah a été réglée, qui était la grande menace, et dont, vu de l'Iran, l'objectif principal du Hezbollah était de dissuader Israël d'intervenir éventuellement contre l'Iran. Donc une fois cette menace éliminée, une fois le système de défense antiaérienne éliminé, Netanyahou n'attendait qu'une chose, un feu vert ou ne serait-ce qu'un feu orange pour intervenir. Et je pense que la logique Gaza-Iran n'est pas tout à fait la même dans son état d'esprit. Je pense qu'à Gaza, il y a une fuite en avant totale parce que son objectif stratégique à Gaza, c'est le nettoyage ethnique. Donc c'est la disparition du peuple palestinien. Et tant qu'il ne peut pas le faire, il est complètement bloqué. Son objectif en Iran ressemble à l'opération Hezbollah. Donc c'est on veut faire capituler notre ennemi. Cela dit, s'il n'y arrive pas, il y a tout à fait une possibilité que l'opération en Iran se transforme en une nouvelle opération gazaoui, c'est-à-dire une opération qui montre les limites de la toute-puissance de Benjamin Netanyahou. Moi, oui, pour être dans la continuité de ce que disait Anthony, c'est vrai que Israël travaillait sur la question depuis des années, parce qu'il faut rappeler que avant cette guerre à laquelle on assiste en direct, il y a eu des prémices. Il y a eu l'assassinat de Ismaël Haniyeh, le chef politique du Hamas l'année dernière en Iran. Il y a eu des ingénieurs nucléaires qui ont été éliminés. Et ce qu'on sait aujourd'hui, et ce qu'a reconnu ce matin la télévision iranienne, c'est que les Israéliens, par des intermédiaires, étaient parvenus à faire entrer sur le territoire iranien des pièces détachées de drones. La télé iranienne aujourd'hui nous montre ces images. Ils ont saisi, ils filment en direct la perquisition par la police iranienne d'un atelier de fabrication de drones dans un quartier de Téhéran sur 3 étages. C'est quand même un aveu d'impuissance incroyable. Ah ouais. C'est ça qui est fou, c'est ça qui est bluffant. Et c'est là où je dis qu'aujourd'hui, le régime iranien est vraiment touché en plein cœur et le régime tremble. J'ai jamais vu la République islamique autant trembler. Est-ce que d'un mot, chez les opposants iraniens qui sont nombreux, on parlait tout à l'heure de cette ambivalence entre ambition et entre malédiction et bénédiction, on se dit qu'il y a quelque chose là, il y a peut-être quelque chose dans l'horreur de la guerre, dans le coût humain qui est une réalité bien sûr, mais il y a peut-être une fenêtre. Ben oui, et ça fait partie de la stratégie de Netanyahou qui appelle le peuple iranien à se soulever, à sortir dans la rue. À ma connaissance, personne n'est sorti dans la rue parce que c'est la peur, parce que c'est la sidération. Je dirais que pour résumer, il y a 3 groupes aujourd'hui. Il y a une minorité qui va applaudir les frappes israéliennes. Ouais. Il y a une autre minorité qui, pour des questions idéologiques ou économiques, va continuer à soutenir le noyau dur du régime. Et il y a une grande majorité, malheureusement, invisible et qu'on n'entend plus aujourd'hui parce qu'il faut rappeler aussi qu'Internet est très, très bloqué en Iran, qui se trouve prise en otage entre un régime castrateur, violent, brutal, et un autre régime qui n'a pas de meilleures intentions pour le peuple iranien, représenté par Netanyahou. Sur la question de la légitimité, de la légalité de cette intervention israélienne, Agnès Levallois, les mots sont importants. Israël a lancé cette offensive. La menace iranienne, on le rappelait, est une réalité à l'égard d'Israël. La destruction en Israël est une structurante du régime islamique iranien, qui interroge aujourd'hui la légitimité, la légalité de cette intervention israélienne. Écoutez, à ma connaissance, le droit international ne permet pas à un pays, quel qu'il soit, d'intervenir sans qu'il y ait de raison pour cela, de le faire. Il y a des règles internationales qui s'imposent. Donc d'abord, il y a quand même la négociation, et vous l'avez rappelé, la négociation devait se dérouler 2 jours après d'Oman. Donc c'était la 6e réunion, donc on sait que ces négociations sont extrêmement compliquées et qu'il allait sûrement pas sortir un accord dimanche dernier si la réunion avait eu lieu. Mais il y avait quand même une volonté de poursuivre la négociation, donc ce qui veut dire que la position n'était pas bloquée et que les accusations que subissait l'Iran, l'Iran acceptait quand même de négocier. Donc ça, c'est quand même un point, me semble-t-il, important. Il faut rappeler qu'il y a eu beaucoup de déclarations de la part du régime iranien sur la légitimité, à son avis, à pouvoir disposer de cette arme, le nucléaire.
Il a toujours précisé que ce n'était pas le militaire, mais le civil. Donc, on ne va pas jouer sur les mots. Il y avait une volonté d'enrichissement de l'uranium absolument indéniable. Mais l'Iran, en même temps, toujours négocié. Et Delphine rappelait quand même la négociation en 2015 qui a été obtenue. Et donc, et pendant les 3 ans qu'a duré cet accord, l'Iran a toujours respecté ses engagements. Donc, pour l'Iran, il était important de continuer à avancer dans cet enrichissement parce que les États-Unis sont sortis unilatéralement de cet accord et que personne n'a été capable de prendre le relais des Américains pour tenter de poursuivre la négociation. Donc, de toute façon, d'un point de vue du droit international, cette opération est complètement, me semble-t-il, illégitime, d'autant, je le rappelle, que des négociations avaient lieu, que des inspecteurs de l'AIEA étaient présents sur place en Iran. Donc, ça montrait bien quand même que l'Iran, même s'il y avait des déclarations importantes, dans les faits, continuait quand même à s'attacher, à tenter de trouver une voie. L'Iran était tout à fait conscient, de toute façon, que dans le cas d'une guerre, quelle est la marge de manœuvre de l'Iran aujourd'hui ? Elle est quand même extrêmement limitée. Face à la force de frappe israélienne, que peut faire l'Iran ? L'Iran peut faire mal en envoyant, comme il le fait, des missiles et des drones, mais il n'en a pas quand même des quantités démesurées. Et que s'il s'attaque à des cibles plus faciles, entre guillemets, qui sont les installations militaires américaines dans la région, alors là, ça va être la fin de l'Iran. Donc, D'ailleurs, on sent bien que le régime... Bien sûr. Donc, on voit bien que ce régime mesure très bien, et c'est très bien qu'il a quand même une marge de manœuvre limitée, parce que le fameux axe de la résistance n'existe pratiquement plus aujourd'hui. Donc, tous ces relais dans la région ne sont pas en mesure de voler au secours de l'Iran actuellement. On s'interrogeait il y a 2 minutes sur la question. Eh bien, l'Iran annonce à l'instant préparer une loi pour sortir du traité de non-prolifération nucléaire, conséquence directe de cette offensive. Et c'est sans doute une conséquence qui dépasse le cadre de ce rapport de force entre l'Iran et Israël. Sur la question de la légitimité, de la légalité de l'intervention, vous y revenez ce matin dans votre édito, Anthony. Moi, j'avoue que je ne comprends pas tout à fait ce débat. C'est-à-dire que du point de vue de la légalité, il n'y a aucun débat. L'opération viole absolument en tout point le droit international. Du point de vue de la légitimité vue par qui ? Pour les Israéliens, c'est légitime. Pour les Iraniens, c'est illégitime. La question, c'est est-ce que lorsqu'un État comme l'Iran, c'est-à-dire un État voyou, est-ce que si le droit international ne suffit pas à réguler un État voyou, on peut utiliser la force ? Ça peut, à mon avis, être conçu, mais on a vu par le passé... oui, d'autres pays qu'Israël ont choisi cette option-là, avec les échecs... On a vu les effets que ça provoquait par le passé. Et en l'occurrence, ce qui rend la question encore plus complexe, à mon avis, c'est que c'est un autre État voyou qui est en train de faire ça. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est comme si les Russes avaient bombardé l'Iran. Est-ce qu'on aurait fait abstraction complètement de ce qu'ils font en Ukraine ? Est-ce qu'on les aurait félicités ? On aurait dit la Russie a le droit de se défendre. C'est-à-dire que comment un État qui est en train de mettre en œuvre à minima un nettoyage ethnique à Gaza, qui est en train d'accélérer la colonisation en Cisjordanie, qui est en train de bombarder à sa guise et en toute impunité le Liban et la Syrie, peut venir dire « je suis le garant de la légitimité internationale ». Ça n'a aucun sens. Et que penser Delphine Minouy en ce sens que se rappelait Agnès Levallois à l'instant, les derniers propos du président Macron, qui est passé de l'organisation d'une conférence pour reconnaître éventuellement l'État de Palestine à New York à des propos disant s'il le faut, nous irons, nous soutiendrons Israël. Oui, en tout cas, Israël est légitime à se défendre. Et... Oui, je dirais que, à terme humain maintenant, plus que politique, c'est quand même très inquiétant. Bien sûr. Ça montre vers où va le monde actuel et de voir que le droit international est effacé derrière des logiques belliqueuses et prédatrices. Je pense que là, on fait face à une nouvelle séquence de l'histoire contemporaine. Et vous savez, ça remet sur le devant de la scène quand même ce fameux 2 poids 2 mesures dont on a beaucoup parlé les années précédentes, et ce sentiment que décidément, quand on regarde ce qui se passe dans cette région du Moyen-Orient, qu'il y a toujours cette question du 2 poids 2 mesures, que la communauté internationale ne réagit pas de la même façon lorsqu'il y a cette stratégie mise en place par Israël, que ça n'est le cas lorsque la Russie, par exemple, envahit l'Ukraine. Il est tout à fait légitime qu'on s'élève contre ça parce que ça ne se fait pas. Je veux dire, un pays n'a pas le droit d'envahir un pays voisin, un pays n'a pas le droit d'aller bombarder un pays voisin. Sauf que dans un cas, c'est dénoncé, dans un autre cas, c'est justifié. Non seulement on ne le remet pas en question, mais on le justifie et on est prêt à aider à l'encontre de ce droit international, alors que nous sommes, nous, les pays occidentaux, les garants
de ce droit international que nous avons mis en place au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour tenter justement de régler les relations internationales. Donc on est dans quelque chose que je ne sais même pas comment qualifier, d'absurde, de cynique, utilisez le terme que vous voulez, mais qui est absolument effrayant sur notre capacité maintenant à pouvoir avoir un discours cohérent et audible auprès des sociétés. N'oublions pas les sociétés. On n'oublie pas non plus le bilan humain, 4 jours d'offensive, c'est plus de 200 morts en Iran, une dizaine en Israël. Alors on se parle, oui, Delphine, vous vouliez... Oui, c'est-à-dire que aussi, n'oublions pas que nous sommes dans une région très volatile où d'autres guerres précédentes n'ont mené à rien. Enfin, j'ai couvert en tant que reporter l'intervention américaine post-11 septembre en Afghanistan et en Irak. On était pratiquement dans la même situation où il y a eu des frappes ciblées très fortes. On a fait tomber des systèmes qu'on estimait légitimes. Mais enfin à l'exception de la France d'ailleurs, qui à l'époque s'était retenue. Mais en l'occurrence, qu'est-ce qu'il a obtenu à l'époque, George Bush? Il s'est débarrassé de Saddam Hussein. Ironiquement, il a offert un tapis rouge aux Iraniens et aux chiites pro-iraniens à Bagdad. Et en Afghanistan, il a débarrassé la population des talibans, qui aujourd'hui sont de retour 20 ans plus tard, mais en mode plus radical et plus extrémiste. Donc c'est toujours la question des frappes, oui, mais pourquoi? Dans quelle intention, dans quel objectif? Et qu'est-ce qu'on fait de l'après? Le chaos, qu'est-ce qu'on en fait? C'est exactement la question que vous posez ce matin dans l'Orient le jour. Anthony Samrani, l'hostilité légitime envers le régime iranien doit-elle conduire à ignorer les leçons de l'histoire? Oui, exactement. L'Iran, c'est un pays de 90 millions d'habitants. 75 fois plus grand qu'Israël. 75 fois plus grand qu'Israël, 3 fois l'Irak. Donc, qu'est-ce qui est proposé? Et j'aimerais rebondir un peu sur ce qui a été dit, c'est-à-dire que au moins les États-Unis ont une forme de cohérence. C'est-à-dire que Donald Trump assume complètement que c'est la loi du plus fort, c'est l'heure des prédateurs, c'est chacun pour soi, chacun pour ses intérêts, etc. Mais les Européens, l'inconséquence européenne, c'est une double faute. D'une part, d'un point de vue moral, etc. Mais d'autre part, d'un point de vue stratégique, c'est-à-dire que l'Europe va payer, elle aussi, les conséquences de ce conflit. Cette région, elle est aux portes de l'Europe. Et le fait que l'Europe soit incapable d'avoir une position cohérente, qui pourrait être le soutien total à Israël, ce que je ne souhaite pas, mais au moins il y aurait une forme de cohérence. Mais on ne peut pas jeudi dire attention, il y a des crimes de l'humanité contre l'humanité à Gaza, et vendredi applaudir l'opération israélienne en Iran. Ça n'a aucun sens. L'Europe qui a quand même encore des tabous, des questions qui ne sont pas abordées. La question éventuellement l'abandon l'expression m'échappe des liens avec Israël d'un point de vue l'accord d'association avec Israël. Ce sont des tabous, des paliers qui ne sont pas franchis, d'ailleurs qui ne sont même pas interrogés à l'heure où l'on se parle. Non, alors on sait qu'il va y avoir une réunion à Bruxelles, c'est dans les tuyaux, passez-moi l'expression, depuis maintenant quelques jours. Enfin, cette question est mise sur la table, alors que jusque-là, il était hors de question pour certains Européens de mettre la question de l'accord d'association sur la table, alors que je rappelle, il y a quand même une clause qui dit que cet accord, s'il ne respecte pas les droits humains, eh bien, il doit être mis en question. Il me semble qu'on est loin de ça à Gaza, où on n'est plus dans une question de respect des droits humains, on est dans un nettoyage ethnique absolu. Certains parlent de génocide, peu importe le terme. Ce qui est en cause, c'est la dramatique situation, et que même ça, pour l'instant, ne permet pas à cette Union européenne d'adopter une position permettant, là aussi, d'envoyer un signal clair à Israël en disant que, quand même, ça n'est pas possible et ça n'est pas admissible. Et donc, effectivement, le fait que cette Union européenne soit en permanence incapable de se faire entendre, d'avoir une voix claire sur ce qui se passe, en dénonçant des actes qui vont complètement à l'encontre du droit international. On n'arrête pas de le dire, mais j'ai l'impression que cette évidence n'est absolument pas partagée par les responsables politiques, alors que les sociétés, elles, y sont de plus en plus sensibles. Et là, il y a aussi un divorce de plus en plus grand en Europe, mais dans tous les pays du monde, que ce soit dans les pays arabes, entre les régimes et les sociétés, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Asie, partout, on voit ce divorce. Et là aussi, qui interroge quand même, comment allons-nous nous remettre de tout ce qui est en train de se passer actuellement quand on voit le comportement des régimes et le comportement des sociétés.
Delphine, Anthony, je vous remets les casquettes des endroits où vous travaillez tous les deux. Delphine, donc je rappelle que vous êtes correspondante du Figaro à Istanbul. On sait à quel point Erdogan a une haute conception de son rôle sur la scène internationale. Qu'est-ce que la Turquie, comment est-ce que la Turquie se positionne et qu'est-ce que Erdogan en dit? Erdogan a rapidement dénoncé les frappes israéliennes. On l'a vu par le passé. Il sait toujours pertinemment utiliser des crises internationales pour redorer son blason en interne et donc s'ériger comme médiateur ou comme pacificateur. Il n'est pas exclu, en effet, qu'il propose sa contribution à d'éventuelles négociations, s'il y en a, puisqu'on est encore dans une séquence vraiment guerrière à l'heure actuelle. Vous, Anthony, bien sûr, côté libanais, le souvenir de la guerre est proche. Il est même il y a eu quand même encore des frappes israéliennes après la mise en place du cessez-le-feu. Comment est-ce qu'on le ressent côté libanais ? Déjà, on prie pour rester en dehors de ce conflit. Ça paraît totalement fou du point de vue libanais. Et quand on connaît l'histoire récente, de se dire que Tel Aviv est bombardé, Téhéran est bombardé, et pour l'instant, Beyrouth est épargné. Le Hezbollah a fait le choix de prendre ses distances pour le moment avec ce conflit. Pourquoi ? Parce que d'une part, il n'a plus les moyens. D'autre part, sa population ne pourrait plus le supporter, sa population qui en veut beaucoup au régime iranien, qui considère que, quand je dis sa population, pardon, sa base populaire, qui considère que l'Iran l'a abandonné quand Israël le bombardait. La question qui va se poser, c'est si demain le régime iranien lui demandait expressément d'intervenir pour rendre, ce qui ne serait pas un game changer, mais pour rendre la guerre un peu plus difficile à supporter pour Israël, est-ce que le Hezbollah serait en capacité de dire non ? Est-ce qu'aujourd'hui, il est plus libanais ou il est plus iranien ? C'est une question très, très délicate. J'aimerais juste deux points sur la Turquie que je trouve intéressantes. C'est que Erdogan, quelque part, doit se dire, parce que c'est la seule puissance régionale restante dans la région, à l'exception d'Israël, si l'Iran est éliminé, il doit se dire quelque part qu'au bout d'un moment, il va y avoir à minima un bras de fer et peut-être sur le terrain syrien entre les deux puissances. Et avec Israël, vous voulez dire ? Oui, pardon, avec Israël. Et je sais que ce sont deux pays qui ont des relations très compliquées. Non, je parle de la Turquie et de l'Arabie Saoudite. Ce sont deux pays qui ont eu des relations historiquement très délicates, qui sont en compétition pour dominer le monde sunnite. Mais cela dit, je n'exclus pas qu'à terme, pour contrecarrer la supériorité israélienne, se dessine un axe Ankara-Riyad. Qui a commencé d'ailleurs à se mettre en place, puisqu'on a vu que les relations qui étaient très difficiles entre Ankara et Riyad se sont quand même améliorées. Et puisqu'il y avait la préoccupation du devenir de la Syrie, et donc comment faire en sorte que la situation se stabilise à peu près. Et donc effectivement, on peut tout à fait imaginer cette volonté de s'entendre à minima, en tous les cas sur certains points, pour permettre ça et éviter un autre affrontement entre ces deux puissances. Oui, Agnès Levallois, encore dans l'idée que tout le monde comprenne bien, Israël, l'Iran, c'est 1500 km à minima. Entre ces deux pays, il y a d'autres pays. Oui. Comment est-ce que ces voisins vont se positionner dans les jours à venir ? Parce qu'on a bien vu, par exemple, c'est que pourquoi Israël a autant bombardé la Syrie depuis la chute de Assad, c'était pour permettre, justement, dans le cadre d'une opération menée par Israël contre l'Iran, qui n'y ait aucun obstacle dans le survol de ce territoire syrien. La Syrie, aujourd'hui, est absolument incapable de faire quoi que ce soit. C'est un pays qui est extrêmement affaibli. On a un président syrien actuellement qui essaye de sortir le pays de 14 ans de guerre et avec une situation économique absolument catastrophique, avec un réveil de cellules de l'organisation État islamique dans l'est du pays. Donc aujourd'hui, le Charla n'a qu'une obsession, c'est de se maintenir à l'écart de cela parce qu'il n'a absolument pas les moyens de faire quoi que ce soit. Le Liban, Anthony l'a dit, il n'a pas beaucoup de moyens et la seule inquiétude, ça serait que le Hezbollah décide de venir en soutien à l'Iran, ce qui serait de toute façon, je crois, ça me paraît une évidence. Ou qu'Israël se remette à bombarder. Et donc ça, c'est quand même évidemment à exclure. On voit la Jordanie, elle est un peu coincée parce que c'est quand même un allié des Américains. Et donc, si les Américains demandent à la Jordanie de faire quelque chose, elle pourra difficilement refuser. Mais là, pour l'instant, elle ferme son espace aérien parce qu'elle ne veut pas se retrouver embarquée dans cette affaire. Donc, on a des pays de la région, de toute façon, qui ont été tellement affaiblis aussi par ces différentes guerres qui ont été menées maintenant depuis des mois et des mois, que c'est vrai que ça laisse une
une porte, une opportunité absolument incroyable pour Israël, en se disant qu'il peut y aller sans avoir sans avoir à être confronté à une résistance de la part de quiconque. Anthony, oui, rapidement. Et juste le paradoxe des pays arabes aujourd'hui, c'est que d'un côté, ils sont très contents de voir le régime iranien être extrêmement affaibli. Ils le considèrent comme un pouvoir de nuisance depuis des décennies. Mais de l'autre côté, d'une part, ils ont peur d'être le terrain d'affrontement de ces deux puissances. Et ils ne veulent pas du tout qu'Israël soit dominant, soit surpuissant. Absolument. Sachant qu'il n'y a pas de plan pour l'après, l'expression « l'histoire s'écrit sous nos yeux » est assez galvaudée. Mais alors là, on est dans un rythme depuis quelques jours, j'allais dire, mais depuis quelques mois, qui est sidérant, Delphine Minou. Et vous qui connaissez. Oui, et c'est aussi à se demander si la République islamique d'Iran elle-même a un plan pour la suite. Parce que je pense qu'il y a 2 scénarios qui se profilent. C'est d'un côté la possibilité in extremis pour Ali Khamenei d'accepter un deal sorti du chapeau par Trump pour calmer tout le monde. Souvenez-vous, ça a été théorisé dans la République islamique. Khamenei utilise le terme de flexibilité héroïque qui l'a poussé à signer l'accord nucléaire en 2015. L'autre option, c'est le jusqu'au-boutisme. C'est la guerre pour la guerre, on n'a plus rien à perdre, on y va jusqu'au bout. Et ça me rappelle la logique de l'ayatollah Khomeini, donc père fondateur de la République islamique d'Iran en 1979, qui a ainsi prolongé pendant 8 ans la guerre Iran-Irak, alors qu'il avait eu des opportunités de signer une trêve. Il est allé jusqu'au bout, quitte malheureusement à sacrifier sa propre population. Qui paie cher pour l'instant, effectivement, le prix de cette escalade, on le disait, près de 300 morts en 4 jours en Iran. Merci infiniment à tous les 3 d'avoir participé à cette discussion. C'est sûr qu'on va la poursuivre dans les jours qui viennent à l'Est-Levallois. On vous lit dans le livre noir de Gaza paru au Seuil. Delphine Minoui, on vous lit dans le Figaro et on vous lit dans Badjens notamment. Anthony Samrani, on vous lit dans L'Orient le jour. Je vous souhaite de pouvoir rentrer à Beyrouth dans les jours qui viennent. On était ravis de vous avoir sur ce plateau ce matin. Une émission à réécouter en podcast, à revoir en replay. On se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de l'info.